Voilà, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au Palais Bourbon, Adama Bictogo, met en œuvre la diplomatie parlementaire. Un axe stratégique de la session 2023, comme annoncé à l'ouverture des travaux, ces deux chambres de Côte d'Ivoire et de la France vont renforcer la coopération. C'est la question au centre de ce séjour à Paris. Il est temps de freiner ce phénomène. Les grossesses en milieu scolaire, la région de Nawa est en tête, suivie du Poro et de Beké. Plus de 250 cas enregistrés dans chaque zone. Entre sensibilisation, sanctions et construction de collèges de proximité, le système éducatif à la recherche de solutions durables. Une enquête de Victorine Yao à suivre dans ce journal. C'est demain, 10 juin, que prend fin le contentieux sur la liste électorale. Cette phase a démarré le 1er juin, une étape des réclamations qui a commencé timidement, une affluence relative des électeurs dans les différents centres. Nos équipes se sont rendues sur le terrain pour faire le constat à quelques heures de la fin de l'opération. Au Mali, un casque bleu de la MINUSMA tué et 4 gravement blessés ce vendredi près de la ville de Berbe, dans le nord du pays. Une patrouille a été la cible d'une attaque après avoir heurté une mine. Elle a essuyé des tirs. Le président de l'Assemblée nationale est depuis ce jeudi à Paris, en France. Adama Bictogo y a été reçu ce vendredi au Palais Bourbon par la présidente de l'Assemblée nationale. Au cœur des échanges, le renforcement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Alexis Ouedraogo. Au Palais Bourbon ce vendredi, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est accueilli sur le perron par son homologue français. Les deux pays veulent renforcer leur coopération parlementaire. Sur plusieurs sujets, de bonnes avancées sont notées. L'occasion pour nous d'aborder tous les sujets. Je voudrais dire en premier le sujet relatif au problème de visa, parce que nous portons les préoccupations de nos populations. Et les visas font partie donc des préoccupations qui nous sont exprimées. Madame la Présidente partage avec nous cette préoccupation. Elle nous a promis de saisir le ministre d'abord de l'Intérieur, mais de saisir même le président de la République de France à l'effet de voir comment très rapidement des solutions peuvent être apportées à cette préoccupation. Formation parlementaire, renforcement des capacités des jeunes, fluidité de la mobilité Paris-Abidjan, autant de sujets abordés. Nous avons abordé tous les sujets, évidemment les flux migratoires, la migration. Nous avons proposé que une des solutions, c'est le renforcement de la formation professionnelle de nos jeunes. Et que pour cela, nous avons besoin que la France nous accompagne, donc non seulement dans la construction des établissements professionnels, mais surtout dans la formation professionnelle. Nous avons évoqué les élections locales à venir. Depuis 20 ans, après les législatives, c'est la première fois que la Côte d'Ivoire va donc avoir des élections locales inclusives qui vont donc permettre la participation de toutes les sensibilités politiques. Donc, ce sont tous ces sujets-là que nous avons abordés et je crois que nous repartons très satisfaits. Le président de l'Assemblée nationale est attendu en début de semaine au Vietnam, toujours dans le cadre du renforcement de la coopération parlementaire. Et dans ce même élan de coopération, les communautés de la CEDEAO célèbrent le 48e anniversaire de l'existence de l'organisation. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a salué les acquis de l'institution sous-régionale, des acquis à consolider pour faire face aux défis dans l'espace communautaire. Souleymane Donisongou, Moussa Konaté. 1975-2023, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a 48 ans. Plus de 4 décennies au service des États ouest-africains. L'institution s'est engagée depuis sa création pour l'intégration entre les États membres. La Côte d'Ivoire est pour la CEDEAO à la fois un laboratoire et un modèle. Le pays de l'hospitalité est aussi le pays de la solidarité. Aujourd'hui, cette tradition est portée et revendiquée de la manière la plus complète possible par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. La CEDEAO, 48 années d'existence et d'expérience en matière de coopération sous-régionale. L'événement est célébré en présence de la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara. 48 années d'intégration régionale, marquées par la libre circulation des personnes et des biens, de mise en œuvre de programmes économiques et sociaux, d'échanges culturels,
de coopération sécuritaire, monétaire et financière. L'ensemble orienté vers une communauté de vie et d'avenir pour une élévation du niveau de vie des populations des États membres de notre communauté qui compte plus de 400 millions d'habitants. Je tiens également à réaffirmer la détermination de mon pays à contribuer de manière efficace et effective à la mise en œuvre des programmes de la communauté, à promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et la solidarité dans notre région ouest africaine en vue de son développement harmonieux. La CEDEAO a pour objectif de promouvoir la coopération et l'intégration sur le plan politique, économique, social et culturel. Elle contribue également à la gestion des conflits. Voici le résultat d'une coopération avec l'Union européenne. La Côte d'Ivoire dispose désormais d'un centre de traitement des informations policières. C'est un dispositif fiable d'échange de données entre services, une réponse efficace et concertée face aux préoccupations sécuritaires de la sous-région. Le centre inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Walter Amadou Ouattara. Situé dans la commune de Cocody, ce CETIP, Centre de traitement des informations policières, est une concrétisation de l'adhésion de la Côte d'Ivoire à la mise en place du système d'information policière pour l'Afrique de l'Ouest, CIPAO. Sans un échange efficace d'informations policières au niveau national, régional et mondial, aucune stratégie de répression ne peut s'attaquer efficacement à ces menaces. On ne peut rêver d'une région ouest-africaine sécurisée tant qu'un système d'information policière fiable n'est pas en place au niveau national. Tel est notre objectif commun et le CIPAO se présente comme la solution idoine pour relever ce défi pour une région ouest-africaine plus connectée et plus sûre. La CEDEAO, partenaire institutionnel, et l'Union européenne qui appuie financièrement ce programme de lutte contre l'insécurité en Afrique se félicitent de la présente réalisation. Nous sommes en tant qu'Union européenne conscients de la grande importance de ce programme qui vise à fournir un appui structurant aux services de police d'Afrique de l'Ouest. Le développement du projet CIPAO doit permettre aux services de police de la région de mieux travailler au quotidien et aussi d'apporter une contribution majeure à la coopération policière internationale. Procédant à la coupure symbolique du ruban, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagono Diomandé, qui avait à ses côtés le ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, a traduit la gratitude de l'État de Côte d'Ivoire aux partenaires financiers, institutionnels et à Interpol pour leur engagement en faveur du renforcement de la sécurité des citoyens et de leurs biens. Le contexte sécuritaire sous-régional est marqué par la criminalité transnationale organisée et les attaques de groupes armés. En conséquence, le programme CIPAO, dont l'objet, faut-il le rappeler, est de mettre en place un système électronique d'information policière exploité et partagé par tous les services chargés de l'application de la loi, présente un grand intérêt pour nos États. Au nom du président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, toute ma gratitude à l'Union européenne pour le financement de ce programme, CIPAO. Bâti sur une superficie de 2400 mètres carrés, le Centre de traitement des informations policières compte 15 bureaux. Et parlons maintenant de la surveillance sanitaire transfrontalière. Les pays membres de l'espace Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso s'organisent. Ils veulent prévenir la propagation des maladies infectieuses à travers les frontières. Les parties prenantes, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont réunis à Korogo. Ils veulent mettre en place une stratégie commune. C'est ce que nous dit Amy Sissoko. En 2014, la maladie à virus Ebola a entraîné plus de 11 300 décès en Afrique de l'Ouest. En 2019, c'est au tour de la pandémie à coronavirus de faire des milliers de victimes. Comment détecter et prévenir donc les menaces et urgences sanitaires dans l'espace transfrontalier Escabo, Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso? C'est à cette problématique que les acteurs intervenant au point d'entrée des frontières, entre autres agents de santé, forces de défense et de sécurité, vétérinaires transitaires du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, réunis à Korogo, essaient d'apporter des solutions. Une initiative de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire en collaboration avec Escabo. La collaboration du point de vue de la surveillance des maladies et des épidémies
ou des cas de maladies infectieuses, la communication entre les États n'est pas fluide. Donc, il nous appartient, à partir du secteur de la santé, de renforcer ces outils de synergie, ces outils de coopération, à l'effet de nous prémunir des chocs extérieurs, chocs et menaces extérieures. Échange et partage d'expériences entre les délégations des 3 pays durant 2 jours permet d'élaborer des stratégies en vue d'une sécurité sanitaire. Je retiens 2 solutions essentielles, c'est la collaboration transfrontalière et la coopération interpays. Voilà les 2 sujets importants sur lesquels nous avons fait des propositions dans le domaine de la santé. Les propositions sont en train d'aller vers un instrument qui permet aux différents acteurs vraiment de convenir des dispositions à prendre, quel est le mécanisme juridique qu'il faut mettre en place permettant aux uns aux autres d'évoluer, de surveiller les épidémies au niveau de notre frontière commune. Présidée par le préfet de région du Poro, André Ekbonon, cette rencontre a permis de formuler des recommandations à l'endroit de toutes les parties prenantes. Entre autres, la mise en place d'une plateforme commune d'échange entre les acteurs de santé et le renforcement de la coopération entre les différents services de santé publique intervenant aux différents points d'entrée de l'espace Escabo. Et voici un phénomène sur lequel nous nous arrêtons ce soir. 294 grossesses en milieu scolaire enregistrées dans la Nawa. Les régions du Poro et Gbeke suivent avec chacune 268 cas. Évidemment, ce sont des chiffres qui interpellent. Éducateurs, parents d'élèves, religieux et le gouvernement sont mobilisés entre la sensibilisation sur les méthodes de contraception, les sanctions et la construction de collèges de proximité. Le système éducatif tente de trouver des solutions durables. Le service Grandes Enquêtes était dans les régions de la Nawa et du Gontougo pour toucher du doigt la réalité. Cas de grossesse en milieu scolaire, une enquête signée Victorine Yaoyoboué. Mes enfants, où allez-vous? Nous allons rendre visite à notre présidente du club Zéro Grossesse en cours de scolarité. Elle vient d'accoucher. Que peut bien cacher cette réponse des enfants sur cette bande dessinée? Une triste réalité qu'est l'explosion des grossesses des jeunes filles au secondaire. Au mois de mai dernier, le Conseil national des droits de l'homme a publié un rapport sur cette question parce que le CNDH appréhende la grossesse comme un frein à la scolarisation de la jeune fille. Ce rapport cite la région de la Nawa en tête de classement avec 294 grossesses de septembre 2022, début de l'année scolaire à avril 2023. C'est pas pourquoi cette année ça choque, l'année passée on était à plus de 300. Blasé peut être le commissaire régional du CNDH à force de recenser chaque année les mêmes données sans un réel impact. Nos craintes seront confirmées aux médico-scolaires du département de Soubré. À mi-parcours du mois de mai, les grossesses se font toujours sentir jusqu'à présent nous continuons d'enregistrer les grossesses. Donc d'ici la fin de l'année scolaire, c'est sûr que ça sera plus de 349 cas. En moins d'une heure dans les locaux, nous constatons un balai de jeunes filles enceintes venues pour la consultation prénatale. La majeure partie des jeunes filles même qui accouchent, celles qui reviennent, ne sont pas nombreuses. Parce que moi, je prends pour habitude à la rentrée, dans mon registre, j'ai le numéro des parents. Je commence à appeler. Ah, vous êtes le père de telle fille ou bien la mère de telle fille. Elle a accouché, ça s'est bien passé. Son enfant vit, est-ce qu'elle a repris les cours? Il y a des parents qui me répondent non, elle ne peut plus reprendre. Elle vient d'accoucher, l'enfant encore bébé. Il faut qu'on lui donne 1 an encore pour reprendre. Moins d'1 an, on passe à 2 ans. J'ai appelé une année, une dame, elle m'a dit sa fille est décédée à l'accouchement. Il y a trop de risques. Qu'est-ce qui peut bien amener une élève à délaisser ses études au profit d'une maternité précoce, souvent au péril de sa vie? Au bout de quelques minutes d'échange, cette jeune fille, appelée Lydie pour garder son anonymat, nous explique. Je suis en seconde C. Celui qui m'a enceinté est un chauffeur de gros camions. Il a promis de s'occuper de moi. La faim, reconnue comme première cause des grossesses en cours de scolarité, entraîne ces adolescentes devenues trop tôt des adultes sur des chemins tortueux. Pour quel résultat? Rien que des regrets. Depuis le mois passé, il est parti, il n'est pas encore vu depuis ce jour. Souvent, il m'a aidé les femmes qui vendent les galettes pour avoir un peu d'argent sur moi. Il regrette. Sans excuser le comportement de ces filles, à la recherche d'une solution de facilité, le directeur régional de la santé de la Nawa et le CRDH dénoncent en revanche l'inaction des parents. Celui qui a faim n'est pas un homme libre. Lorsqu'il y avait les internats
on n'avait pas ces chiffres assez exorbitants. Si les uns les autres, les collectivités, l'État, les parents, tout le monde pouvait prendre ne serait-ce qu'une petite part de cette responsabilité, je pense qu'on pourrait arriver à réduire le nombre de grossesses sans. Je souhaite que le CNDH formule auprès du gouvernement à l'effet que les sous-préfets, le co-préfet s'investissent dans la sensibilisation des parents d'élèves. En attendant la prise de conscience des parents, le ministère de la Santé, à travers les médico-scolaires, en synergie avec le ministère de l'Éducation nationale, sensibilise les élèves aux méthodes modernes de contraception, comme dans ce collège de Soubré, quelques jours avant les vacances scolaires. Vous prenez le préservatif, vous vérifiez la date. Si la date est bonne, ça veut dire que le préservatif n'est pas périmé, on peut l'utiliser. On a un nouveau slogan concernant l'abstinence. On ferme les cuisses, on ouvre les cahiers. Malgré les sensibilisations aux méthodes contraceptives, force est de constater que certaines filles ne font pas d'efforts pour éviter une grossesse. Cette scène dans un autre établissement de Soubré en dit long. C'est ma camarade. Je dis tout le temps que non, nous sommes des élèves et qu'on doit se protéger. Elle me dit non, que ça ne peut pas. Que comment nous sommes ensemble et que moi je lui dis que non, on doit se protéger. Qu'elle n'aime pas ça. Conséquence. Paraît-il qu'elle est enceinte. Elle a saigné, elle a caché. On est parti juste pour une consultation pour qu'on puisse voir. Elle m'a donné un papier d'échographie que voici, plus une ordonnance. Des autorités préfectorales aux guides religieux, en passant par la chefferie traditionnelle de la région de la Nawa, tous sont d'avis que le mal est profond et résulte plutôt de la déliquescence des valeurs morales et spirituelles de notre société. Et les religieux d'ajouter que la promotion de la contraception est une porte ouverte à des dérives. En étant à l'école, c'est pour apprendre, pour que demain, elle soit vue dans la société. Elle occupe un rôle prépondérant. Quand tu dis à un enfant de prendre une contraception, tu lui dis en même temps, tu peux avoir des rapports sexuels, mais tu évites la grossesse. Donc on peut en même temps dire une chose et dire son contraire. Tu donner une telle note en contrepartie du sexe, ça arrive. Surtout moi qui suis un imam jeune, je suis au contact avec les jeunes. Je suis leur confident en quelque sorte. Donc ça me vient le plus souvent. Voilà, un tel professeur m'a fait ça, un tel professeur m'a fait ça. Imam, est-ce que si je le fais par contrainte, est-ce que j'ai un péché? Au bout du compte, la responsabilité de tous est engagée pour atteindre l'objectif zéro grossesse en cours de scolarité en Côte d'Ivoire. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, qui est en pole position dans cette lutte, promet plus de fermeté pour assainir l'environnement éducatif tout en continuant l'ouverture des collèges de proximité pour rapprocher les adolescents de leurs parents. Pour les grossesses, une des solutions urgentes, c'est de construire les écoles de proximité. Pour la rentrée scolaire 2022-2023, dans le cadre du CD2, nous avons livré 60 établissements qu'on avait équipés. Le nombre va aller grandissant par rapport aux besoins. Madame le ministre a tapé du poing sur la table. À partir de maintenant, tous ceux qui posent des actes qui ne sont pas conformes à la déontologie doivent s'attendre à assumer. Et elle a même interpellé nous tous. Pourquoi il n'y a jamais de sanctions? Vous me faites croire que tout est parfait? Bien avant la région de la Nawa aujourd'hui, la région du Gontougo détenait il y a quelques années encore le triste record des grossesses en cours de scolarité. De 450 cas pour l'année scolaire 2017-2018, le Gontougo compte en cette année scolaire 2022-2023 148 grossesses d'élèves au secondaire. Il est vrai que l'atteinte de l'objectif zéro grossesse est encore loin, mais ce coup d'œil dans le rétroviseur montre que la problématique des grossesses en cours de scolarité ne peut pas être une fatalité. Vous venez de suivre la première partie de l'enquête consacrée à la région de la Nawa. Vendredi 16 juin, la deuxième partie dans la région du Gontougo avec Victorine Yao Yoboué, une enquête sur les grossesses en milieu scolaire. Autre chose dans l'actualité, le nouveau cadre juridique pour l'amélioration de la gouvernance et l'initiative de la Direction générale du portefeuille de l'État. Le document a été présenté aux entreprises publiques en présence du ministre du Budget, Moussa Sanogo. Les innovations ont pour seule finalité de favoriser une meilleure gestion de ces sociétés. Lanciné Bakayoko. Ces nouveaux textes juridiques vont légaliser et sécuriser les réformes initiées par le gouvernement et faire des entreprises publiques ivoiriennes un modèle de gouvernance.
Il s'agit de régler les problèmes de mésintelligence entre les différents acteurs du secteur parapublic, source de conflits et de pertes pour l'État actionnaire. Un moyen pour l'État de Côte d'Ivoire de rendre plus transparentes les décisions prises par les entreprises publiques, de renforcer la responsabilité des dirigeants et de garantir une bonne gouvernance de celles-ci afin d'améliorer leurs performances. Nous pouvons ainsi dire, Monsieur le ministre, que le train est en marche et qu'aucune société ne descendra plus jamais du wagon de la performance. Ce document qui codifie les lois annotées et commentées devrait permettre de disposer pour toutes les parties prenantes d'une base commune de compréhension du nouveau cadre juridique du portefeuille de l'État afin de favoriser leur utilisation dans l'atteinte des objectifs de l'État actionnaire. Les réformes contribuent à consolider l'impact du portefeuille de l'État sur le développement de notre pays ainsi que la performance financière des entreprises publiques. Dans ce contexte, le nouveau cadre juridique adopté en 2020, en remplacement des lois précédentes qui dataient de 1997, sont de notre point de vue une très belle avancée. La Côte d'Ivoire compte environ 82 sociétés d'État ou de sociétés à participation financière publique. Les entreprises du portefeuille de l'État ont généré au titre de l'année 2022 un montant de 31 milliards de francs CFA de dividendes et de recettes de privatisation chiffrées à 141 milliards de francs CFA. Exposition de savoir-faire, ateliers pratiques et concours d'innovation. Voilà quelques grandes articulations des 3 jours d'Industrial Abidjan 2023. Un événement organisé avec la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Ce salon professionnel s'inscrit dans la politique d'industrialisation de la Côte d'Ivoire. Pour les organisateurs, vous allez les entendre dans ce reportage de Dangui Dangui. C'est un pari gagné. Au salon professionnel, les industriels, le stand de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers OCPV expose les produits de ses partenaires, notamment les coopératives agricoles. Nous exposons aujourd'hui du piment sec. On a l'huile de piment. Voilà, on a l'huile de piment que nous présentons. Et ça, c'est le piment sec aussi à base de crustacés, à base de la crevette. Si des produits locaux sont de plus en plus transformés sur place et que leur potentiel économique ne fait l'ombre d'aucun doute, se pose néanmoins la question de leur compétitivité, selon des acteurs du domaine. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas très nantis en ce qui concerne des solutions d'approvisionnement en matière d'œuvre, de sorte à rendre compétitif aussi bien la qualité que les prix. Que les produits que nous exposons au niveau des différents salons puissent être transformés en produits qui produisent des richesses et qui participent à l'économie. C'est alors qu'on pourra parler d'industrialisation. Porté par le concept Le train des acteurs de l'industrialisation, les industriels Abidjan 2023 veulent apporter un début de solution à toutes ces problématiques. Nous venons proposer un concept qui va rentrer dans le paysage des salons organisés en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays d'Afrique. Les industriels Abidjan 2023, c'est 3 jours d'exposition, de savoir-faire, d'ateliers pratiques et de concours d'innovation. Célébration des 30 ans d'existence du Rotary Club Abidjan-Biétry, une occasion qui a réuni les pionniers de l'organisation humanitaire et sociale dans la commune de Makori. Plusieurs personnes ont été distinguées pour leur soutien, dont 3 ministres et la directrice de l'information de la RTI, Abiba Dambélé Saoui, Laure Goretti, Patricia Omouetia. Les Rotariens du Club Abidjan-Biétry en fête. 30 ans que cette organisation humanitaire et sociale existe. Tous ceux qui nous ont dévancés, présents aujourd'hui, et qui ont pris sur eux la responsabilité de pousser le club. Avec nous, leurs jeunes frères. Nous avons passé 30 ans de notre vie dans un club. Et ça a transformé notre vie. Parce que nous avons appris à connaître la vie, parce que nous étions encore très jeunes. Le Rotary Club Abidjan-Biétry est le premier club mixte en Côte d'Ivoire et en Afrique. Créé depuis 1992, le club œuvre dans des actions caritatives et humanitaires, notamment la construction d'établissements, les dons de vivres et les actions de sensibilisation à la paix. Chers amis rotariens, Marie-Irène Richemont Awa, Paulin Claude Danho et Ibrahim Koulibaly, ainsi que tous les autres, Yves Kakou, Mathurin Aoui, ont fait œuvre utile et continuent de servir l'humanité. Leur engagement et leur passion ne souffrent d'aucune ambiguïté. Pour la marraine de la cérémonie, Maria Toukone, le Rotary est résolument engagé pour le bien-être des populations. Tous les jours,
cette question. Est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Tel est le sens de notre appartenance au Rotary, cette merveilleuse organisation de services créée en 1905 et qui œuvre pour un monde de paix. Pour l'occasion, les pionniers du Rotary d'Abidjan-Biétry et les partenaires ont été distingués pour leur contribution au rayonnement de l'organisation. La directrice des journaux d'information de la RTI 1, Mme Abiba Dombele-Saoué, qui a donc été distinguée en tant que partenaire qui accompagne le Rotary Club depuis plusieurs années. Donc cette distinction lui est dédiée. Il faut reconnaître ceux qui ont été à la base de cette initiative. Ceux qui, il y a 30 ans, nous ont dévancé en créant ce club, en ayant cette vision-là dans laquelle nous marchons. Le Rotary Abidjan-Biétry s'inscrit dans le prolongement des actions de l'État. Le Rotary international est représenté dans plusieurs pays. Les réclamations et le contentieux, une phase essentielle dans la révision de la liste électorale. Une étape qui a démarré depuis le 1er juin. Elle s'achève demain, samedi 10 juin. Avant la fin de cette opération, nos équipes se sont rendues sur le terrain pour faire le constat de cette réclamation qui a démarré timidement. Le reportage de Sidonie Davila. Bureau de la Commission électorale locale, CEL, Engrais Star 8 dans la commune de Cocody. Veille de la fin de la réclamation sur la liste électorale, nous trouvons toute l'équipe de la CEL en place, attendant les rares visiteurs. Depuis le 1er, les gens viennent à compte-gouttes. Par jour, on peut recevoir une personne ou deux, tout au plus, pas, ni plus ni moins. Je ne sais pas si les Ivoiriens, soit ils n'ont pas de réclamation à faire, ou alors ils n'ont pas l'information, ils ne savent pas comment procéder. Les bureaux de la CEL s'ouvrent tous les jours depuis le 1er juin, de 8h à 15h. Dans ce bureau, 4 commissions électorales sont installées. À 13h, Maë Flan-Félix est accueilli. Sa réclamation porte sur son lieu de vote. On est à Abidjan, je vote ici depuis 10 ans à l'école de gendarmerie. Je ne peux pas me retrouver à Boisseau. Je crois que ça sera rectifié. 14h, autre décor, Palmeraie. Bon, aujourd'hui, il n'y a pas trop d'influence. Par jour, on peut recevoir au moins 10 personnes, 15 personnes. Tout se passe très bien ici. L'étape de réclamation s'achève ce samedi 10 juin. La CEI va d'abord afficher les réclamations et observations reçues avant de les traiter. Et on reste dans l'actualité politique. Le directoire du RHDP a fait sa 17e rencontre de travail présidée par Gilbert Koné-Kafana. Cette formation politique prépare les élections locales du 2 septembre. Elle a évoqué aussi la formation des militants. Éric Goré. Les questions électorales préoccupent la classe politique ivoirienne à quelques mois de cette compétition. Chaque parti s'active. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, n'est pas en marge de cette ambiance électorale. Au cours de la 17e séance de travail, cette formation politique a évoqué les missions relatives à la présentation de ses candidats. Pour rappel, la 16e séance de travail du directoire a décidé de l'envoi de 31 délégations sur toute l'étendue du territoire national pour présenter aux militants ainsi qu'aux populations ivoiriennes les candidats RHDP aux prochaines élections locales. Liste Côte d'Ivoire solidaire, c'est le nom de la liste du RHDP pour les futures échéances électorales. Cette liste s'attelle à respecter le genre selon les lois en vigueur. Les listes doivent comprendre au moins 30% de femmes. Le rapport présenté par le secrétariat exécutif chargé du processus électoral note que cette disposition conduit à réserver 422 sièges de conseillers aux femmes sur 1361 au régional et 1854 sièges de conseillers aux femmes sur 6140 pour ce qui concerne les élections municipales. Cette liste devra être inclusive et également tenir compte du partenariat signé avec le FPI. En outre, la date de l'investiture des candidats du parti change. Prévue pour le 15 juin prochain, l'investiture des candidats du RHDP par Alassane Ouattara, président du parti, est reportée au 13 juillet 2023. Et le RHDP ajoute qu'Alassane Ouattara met en priorité la formation des militants de son parti dans le processus électoral.
Sur instruction du président du parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, le directoire a inscrit la formation des cadres et des militants du RHDP au cœur du projet de restructuration du parti. Le directoire a entendu un exposé du secrétariat exécutif adjoint chargé de la formation et de l'institut politique du parti. Le directoire a instruit le secrétariat compétent à l'effet d'élaborer un programme de grande ampleur pour l'organisation, le fonctionnement et le contenu des curricula de l'institut politique du parti. Le directoire ambitionne de faire de cet institut un centre d'excellence pour l'éducation politique des cadres et des militants. Le parti des Oufouettistes note avec satisfaction le leadership de son mentor en tant que président du parti, mais également sa gestion efficiente et efficace des affaires de l'État en tant que président de la République. En culture, c'est un nom et une personnalité de la musique ivoirienne qui reste inoubliable. 40 ans après sa disparition, Ernesto Didier est encore vivant. Ziglibiti, ce style et danse tradie moderne inspire encore des artistes, des sonorités qui traversent le temps, des femmes, des hommes de culture, de lettres ont évoqué son héritage musical 4 décennies après son décès. Et une autre personnalité que l'on pleure depuis hier, Ouattara Nyonzi n'est plus, ex-directeur général de la RTI, journaliste, homme politique et président du RPP, Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage. La triste nouvelle plonge ses amis, ses proches, ex-collaborateurs et sa famille dans la désolation. Notre reporter leur a tendu son micro. Tous retiennent de lui un homme engagé et fidèle à ses convictions. Moussa Konaté. Au siège du RPP, le Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage à Cocody, nous retrouvons professeur Tibébi. Il est le secrétaire général du parti. L'homme se sent affligé par le décès de son président Ouattara Nyonzi. C'est une double peine, le décès du ministre Ouattara Nyonzi, président de notre parti. Nous avons perdu le président Fologo, que lui-même n'a pas cessé de pleurer. Il me rappelle bien ces mots élogieux à l'endroit du président Laurent Dona Fologo lors de notre rentrée politique de mars 2023. Nous ne comptons pas lâcher. Lâcher, ne pas continuer, ce serait faire mourir et le président Augustin Laurent Dona Fologo et le président Nyonzi 2 fois. Avant de s'engager en politique, Ouattara Nyonzi fut journaliste, une profession exercée au sein de la RTI, une maison qu'il a dirigée pendant plusieurs années. Issa Sangaré Yeresso était un de ses collaborateurs. L'État avait des problèmes financiers. Et c'est à ce moment délicat que Ouattara Nyonzi a été nommé. Donc, il avait la lourde responsabilité de faire la transition entre la RTI et EPN, Établissement public national, qui était au sein de la fonction publique, géré par la fonction publique, et la transformation en EPIC, établissement public commercial de type particulier. C'est le mot qu'on a trouvé. C'est un grand problème parce que beaucoup d'agents ne voulaient pas quitter la fonction publique qui était sécurisée. Mais comment convaincre? Il a fait ça avec tact. En dehors de ça, c'est un monsieur qui était courtois, qui avait de la suite dans les idées. Et sa disponibilité et son attention vers ses collaborateurs que nous étions nous a permis de faire une télévision des rêves. La disparition de Ouattara Nyonzi, une grande perte pour les acteurs des médias, et le RPP, sa formation politique. Pour sa famille biologique, c'est un leader, un guide qui part. Même le dimanche, le lundi, le mardi, il recevait quelques collaborateurs à la maison à qui il donnait quelques orientations. Il s'apprêtait à reprendre le bureau parce qu'il avait quitté pratiquement 2 semaines auparavant. Et puis bon, hier, au petit matin, il s'en est allé. Donc c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour sa famille, pour ses enfants que nous sommes. Et je puis vous dire que nous sommes fiers de notre père. Ouattara Nyonzi, journaliste, grand homme de médias et personnalité politique. La Côte d'Ivoire vient ainsi de perdre un de ses illustres fils.
La triste nouvelle est tombée dans la matinée du jeudi 8 juin. Dans le reste de l'actualité au Mali, un casque bleu de la MINUSMA a été tué et 4 autres gravement blessés ce vendredi près de la ville de Berne dans le nord du pays. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali a annoncé dans un tweet que l'une de ses patrouilles a été la cible d'une attaque complexe. Après avoir heurté une mine, elle a essuyé des tirs en direct. Le bilan humain est encore provisoire. La MINUSMA n'a pas précisé la nationalité des casques bleus tombés. Voilà qui m'intervient ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h demain, 20h. Retrouvez Marie-Laure Ngoran ce soir. Le sage nous apprend qu'un restant d'os entre les dents fait toujours souffrir la langue. Je vous souhaite une belle soirée.